Radio Andorre et les montres Seiko à quartz vous donnent l'heure à la seconde près. 9 avril 1981. C'est ainsi que Radio Andorre ouvre son antenne à 6h du matin. Mais ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que Radio Andorre, la radio périphérique fondée en 1939 par Jacques Trémoulet, vit ses dernières heures. Causerie on Air avec Christian Guillard et Jean-Marc Prince. Bonjour, c'est Jean-Marc Prince au micro. En effet, ce 9 avril 1981 va conclure près de 42 ans d'émission de Radio Andorre. Nous allons revivre cette dernière journée et aussi les dernières années de la station andorrane avec Christian Guillard, qui fut journaliste à Radio Andorre, en principauté d'Andorre, à partir de 1977. D'ailleurs, cette année-là, l'un des succès du hit parade de Radio Andorre, c'était Alexandrie, Alexandra. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Sur les filles et barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Sur les filles, barque sur le Nil. Oh, Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse
Claude François, Alexandrie, Alexandra, 1977. Christian Guillard, bonjour. Bonjour. 1977, c'est l'année de votre arrivée à Radio Andorre. Vous étiez tout jeune journaliste. Comment, quand on a 22 ans, que l'on est beauceron et que l'on n'a jamais fait de radio, comment se retrouve-t-on à faire de la radio à Radio Andorre, au cœur des Pyrénées ? Oh, en fait, c'est assez simple. J'avais fait mes études de journalisme à l'UT de Tours, avec notamment Catherine Laurence et son futur mari, Alain Le Gouguec. Et au sortir du service militaire, c'est Catherine Laurence qui m'a téléphoné en me disant qu'un poste de journaliste était disponible à Radio Andorre. Elle travaillait au bureau de Toulouse de Radio Andorre, où il y avait aussi un autre journaliste professionnel, Jean-Jacques Devézy. Mais le poste qui était disponible était en principauté d'Andorre et non pas à Toulouse. Il s'agissait d'assurer les bulletins d'information qui jusqu'ici étaient surtout faits par des animateurs qui avaient donc la double casquette, animateur et présentateur d'infos. Mais bien sûr, ils n'étaient pas des journalistes professionnels. Voilà, c'est comme ça que j'ai quitté ma plaine beauceronne, puisque je suis originaire de Chartres, et que je suis monté dans les Pyrénées andorranes avec ma 2 chevaux Diane, et mes cheveux très très courts, puisque je sortais tout juste de mon service militaire au 1er régiment d'artillerie de Montbéliard. Alors, sur la route, je fais étape à Toulouse pour retrouver Catherine Laurence, pour découvrir Jean-Jacques Devézy, que je tutoie confraternellement, mais un peu trop vite à son goût, puisqu'il préfère le vouvoiement. Et puis pour rencontrer, bien sûr, Gilles Marquet, le directeur général. Jusqu'ici, je n'avais échangé avec lui que par courrier et par téléphone en PCV, pour ceux qui se souviennent encore de ces communications en paiement contre vérification, PCV, qui permettait d'appeler en laissant le coup de la communication à la personne que l'on appelait. On était loin des mobiles avec forfait illimité. Et donc, c'est l'arrivée à Andorre-la-Vieille, l'installation dans un superbe hôtel aux Escaldes, mais seulement pour 3 nuits. Radio Andorre avait des échanges marchandises avec 2 hôtels. Cet hôtel en Andorre et puis l'hôtel Concorde à Toulouse, à tout juste 300 mètres des bureaux de Radio Toulouse. Et donc, on diffusait gratuitement des publicités pour ces hôtels en échange de nuitées gratuites. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous saviez de Radio Andorre en venant prendre votre poste ? Honnêtement, pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Radio Andorre n'était déjà plus audible dans le nord, même dans le centre de la France. Pour pouvoir écouter mon magazine des Pays d'Oc, mes parents à Chartres avaient fait installer une antenne spéciale de 2 ou 3 mètres de haut sur le toit de la maison. Et puis évidemment, en 77, Internet n'existait pas, même pas en rêve, donc impossible d'interroger Google, de consulter Wikipédia ou de visiter un hypothétique site radioandorre.com ou .ad, puisque c'est le nom de domaine de la principauté. Ouais. Et c'était donc votre première expérience en radio ? Oui, j'avais commencé le journalisme quand j'étais encore lycéen à Chartres. Je faisais des piges pour le quotidien régional La République du Centre. Ensuite, j'ai travaillé pour l'autre quotidien diffusé en Eure-et-Loire, l'Écho républicain. J'avais aussi travaillé à Ouest France, mais donc jamais fait de radio. Durant mes études à l'UT de Tours, on m'avait dit que j'avais une bonne voix radiophonique. Mais je n'avais pas pensé plus que ça à ce type de médias. Je pensais rester dans la presse écrite. Bon, j'avais pas d'idée bien déterminée, donc j'ai saisi l'opportunité que me transmettait Catherine Laurence. Après Radio Andorre, Catherine Laurence a fait carrière à France Info quant à son mari, Alain Le Gouguec. Alors lui, il travaillait à la Dépêche du Midi à l'époque, et c'est moi qui lui ai fait faire ses premiers pas radiophoniques à Radio Toulouse, qui fut la radio locale de la Dépêche du Midi, et qui a existé de 82 à 87. Elle a ensuite fait l'essentiel de sa carrière à France Inter. Elle a aussi été présidente de Reporters sans frontières. D'accord. Je vous confirme, vous avez toujours une bonne voix radiophonique. Merci. Comment se sont passés vos débuts à Radio Andorre finalement ? J'ai signé donc mon contrat de travail le 1er décembre 1977 à Toulouse avec Gilles Marquet, le directeur général. Puis j'ai commencé dès le 3 ou le 4 décembre avec un salaire de 2500 francs. C'était en gros le salaire minimum en France, mais c'était avec 13e mois et sans impôt sur le revenu. C'était l'un des charmes de la principauté. Ouais. Quand la radio a cessé d'émettre en 81, j'étais à 4150 francs. Et alors, dans mon contrat de travail, il y avait une particularité typiquement andorrane avec un article 5 qui stipulait « Monsieur Guillard devra s'acquitter de son travail dans le respect des lois et des traditions andorranes. Ouais. » Alors, concrètement, j'étais chargé de faire la totalité des bulletins d'information du lundi au vendredi, avec 3 tranches, 7h, 9h,
12h30, 14h et 18h30, 20h30. Officiellement, ça faisait 37h30 de travail par semaine, mais donc avec une grande amplitude, puisque je devais commencer la première tranche à 6h le matin et je terminais la troisième tranche qu'à 20h30. J'ajoute que j'ai été le premier journaliste en Andorre à obtenir la carte de presse française sous le numéro 42-213. Winding your way down on Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul, and it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy. But you're crying now. Way down the street there's a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're going home. C'était Baker Street de Jerry Rafferty, une chanson de 1977, l'année de vos débuts à Radio Andorre, Christian Guillard. Vous étiez alors chargé de l'ensemble des bulletins d'information, le matin, le midi et le soir. Est-ce que c'était dur de se lever pour faire la matinale ?
Disons que la matinale a un inconvénient, mais deux grands avantages. L'inconvénient, c'est effectivement qu'il faut se lever tôt. Alors, ça suppose une certaine habitude, une certaine hygiène de vie, ou alors une bonne technique pour se réveiller. Pour moi, c'était un réveil mécanique placé dans une soucoupe remplie de pièces de monnaie. Je vous assure oui. que si vous placez ça à 1 mètre de votre lit, vous restez pas 10 secondes sous la couette quand ça se met en branle. Mais une fois qu'on est levé, la matinale a quand même deux grands avantages. D'une part, pour toutes les radios, c'est la tranche qui a la plus forte audience. Et puis pour les journalistes, c'est la tranche où il est le plus facile, le plus intéressant de travailler, parce que dès qu'on commence, on a toute la matière, toute l'actualité. On peut construire ses journaux comme on l'entend. En général, dans cette tranche 6h-9h, il ne se passe rien de nouveau. Je crois que dans ma petite carrière de matinalier, mes journaux n'ont été bouleversés qu'une seule fois par un événement imprévu. C'était la mort du pape Jean-Paul Ier, 28 septembre 1978, et on l'a appris juste avant 8h du matin. Là, c'était vraiment un événement imprévu, même complètement imprévisible. 28 septembre, puisque ce pape venait tout juste d'être intronisé le 3 septembre, et que son prédécesseur, Paul VI, était mort le 6 août. Bon, mais d'une façon générale, donc on peut s'organiser le matin avec toute l'actualité de la veille, alors que pour les journaux du midi, l'actualité du jour n'est pas encore faite, et pour les journaux du soir, il faut s'adapter en permanence, revoir sa copie tout au long de l'après-midi, au fur et à mesure du déroulement des événements. Donc pour revenir à vos tout débuts en décembre 1977, c'était donc votre première expérience en radio, quoi. Ah oui, et j'y ai pris beaucoup de plaisir tout de suite, notamment le plaisir d'écrire à haute voix, c'est-à-dire de rédiger mes bulletins en intégrant des hésitations, des reprises, des fautes de syntaxe, pour rendre les textes les plus vivants, les plus naturels possibles. Et tout s'est bien passé ? Oui, sauf une fois. Alors c'était au beau milieu d'un journal du midi, j'avais mal classé mes feuilles, rien à voir avec le sujet que j'étais en train de traiter. Et j'avoue que j'étais incapable d'improviser, je suis resté bouche bée. L'animateur qui était à mes côtés, c'était Michel Côté, a été tellement surpris qu'il a été incapable lui aussi de réagir, et donc le silence s'est installé. Bon, sans doute juste quelques secondes, mais en radio, quelques secondes de silence, c'est très long. Et le technicien qui réalisait l'émission n'a pas réagi lui non plus instantanément. Alors finalement, il a coupé nos micros, il nous a dit au casque, on attend quelques secondes et puis vous reprendrez en disant qu'il y a une coupure d'émetteur. Bon, je ne sais pas si les techniciens de l'émetteur ont vraiment apprécié cette excuse, mais ils n'étaient pas sur place. Oui, il faut rappeler que le site de l'émetteur de Radio Andorre est à plus de 20 km des studios, je crois. Oui, il est vieil. Et pour vous donner une idée du relief andorran, Andorre-la-Vieille, c'est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, c'est la plus haute capitale d'Europe. L'émetteur d'Encan, super bâtiment néo-gothique, néo-roman, est à peu près à 1250 mètres d'altitude. Mais les deux antennes de l'émetteur en moyenne, en fait une seule était utilisée sur les deux, mais les deux antennes étaient au bord du lac d'Angolaster à plus de 1600 mètres d'altitude. C'était les antennes les plus hautes d'Europe, jusqu'à l'installation de l'émetteur de Sud Radio au Pic Blanc, au-dessus du pas de la case, 2650 mètres d'altitude. Là, on ne pouvait pas faire mieux. On a dit que c'était un très mauvais emplacement tout de même. Sur le plan géologique, c'était un très mauvais emplacement pour les émissions des ondes, mais c'était le plus visible depuis la route du col d'Envalira. Et ça, politiquement, c'était important pour la venue en Andorre du coprince général Charles de Gaulle en octobre 67. Et vous n'aviez jamais eu la nécessité d'aller vous-même à l'émetteur ? Non, ça, je crois que ça m'est arrivé une seule fois. Il y avait de gros travaux sur le réseau électrique en Andorre-la-Vieille. Une longue coupure de courant avait été annoncée. Et on avait donc transféré toutes les émissions à l'émetteur le temps d'une journée ou peut-être juste une demi-journée. Alors, c'était un petit déplacement dans l'espace, 20 km, mais c'était un grand déplacement dans le temps avec des installations d'un autre âge. Oui, sur les erreurs de jeunesse, il m'est aussi arrivé de rater une matinale, d'avoir une panne de réveil. Et j'ai encore la lettre que m'avait adressée Jean-Louis Marquet, le directeur général adjoint, qui était basé en Andorre, alors que le directeur général, son frère Gilles, était à Toulouse, et le président de Radio Andorre, Chandel Vigne, était très grand monsieur, était lui à Paris. Donc Jean-Louis Marquet m'avait écrit que ne pas avoir assuré l'émission du matin est une faute professionnelle grave. C'est vrai. Ça, c'est incontestable. Mais il avait ajouté, eu égard à la qualité de la collaboration que vous nous apportez, nous vous adressons un simple avertissement. Ouais, ça, c'était en décembre 78, donc tout juste un an après mes débuts radiophoniques. Oui. Apparemment, je m'étais pas trop mal débrouillé en dehors de cette défaillance matinale. Effectivement. 1978, côté chanson, c'est l'année de la révélation de Kate Bush que nous allons entendre dans un instant. Juste après un autre tube de 1978 avec Richard Cochiant, Marguerite.
surtout, ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi, j'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs, et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier. Et pour que je puisse encore la voir, me sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler, même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre bohème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les amants, je parlerai des heures entières. Et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera, tous ensemble on dansera d'incroyables sarabandes, et elle oubliera sa peine. Et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs, pour faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement. Et puis nous irons au fond du ciel pour lui choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite est vraie, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime. Moi, je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal. Marguerite qui est le vent ne sait pas qu'elle peut me faire mal. Parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite et Marguerite, Marguerite est tout pour moi. Marguerite est tout. Walking through the high seas, it's me, I can't see
Kate Bush, Wuthering Heights, 1978. Christian Guillard, dans les bêtisiers télé, on voit souvent des journalistes pris de fou rire. Est-ce que cela vous est arrivé aussi à Radio Andorre ? Oui, bien sûr. Je me souviens surtout d'un énorme fou rire général, c'était en plein été, en 78. Il faut savoir que l'été, beaucoup de touristes venaient visiter Radio Andorre pour suivre les émissions, voire participer à des jeux en direct. Et certains ne venaient pas les mains vides, c'est-à-dire qu'ils apportaient qu'une bouteille de pastis, qu'une bouteille de whisky, qu'ils offraient aux animateurs, aux techniciens. Et on n'avait pas encore inventé la consigne à consommer avec modération. Donc ce jour-là, fin d'après-midi, disons qu'il règne une douce euphorie à la radio, quand je descends au studio à 18h30 pour présenter les titres du journal de 19h. Et ces titres commencent comme ça. À l'une de l'actualité, comme chaque mercredi, le Conseil des ministres consacré aujourd'hui à la lutte contre l'alcoolisme. Alors là, fou rire général, le technicien envoie une petite remontée musicale, je reprends mon titre sur le Conseil des ministres, le fou rire reprend. Alors après 2 ou 3 tentatives, je passe directement à la météo et je donne rendez-vous aux éditeurs à 19h pour le journal complet. Alors, à 19h, ce journal se passe normalement, mais l'ambiance de fête reprend aussitôt après, et ça commence à agacer le directeur des programmes, Hardy Parera. Il est sur la route entre l'Andorre et Canet-Plage, où l'on faisait une partie de nos émissions l'été. Hardy Parera donc fait arrêter le chauffeur au pied d'une cabine téléphonique, il appelle la radio, il tombe sur le technicien qui réalise l'émission, et il lui dit en gros, tu vas dire à Alain Thibault, c'était l'animateur qui était à l'antenne, tu vas dire à Alain Thibault de se calmer un peu. Fin de la conversation téléphonique, le technicien transmet le message à l'animateur qui aussitôt ouvre lui-même son micro au beau milieu d'une chanson, et il déclare « Et si l'antenne ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à changer de radio. » Bon, le message ne s'adressait évidemment pas aux éditeurs, mais bien au directeur des programmes et à lui seul. Inutile de dire que le lendemain, on a eu droit à une note de service assez carabinée. Funky, 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 funky.
La musique soul de François Hardy, une chanson et un album sorti en 1978. Alors, en dehors des fous rires, Christian, est-ce que, à l'inverse, vous avez eu un souvenir d'antenne peut-être un peu plus pénible ? Pénible, non, mais peut-être un grand moment de gêne et de solitude. En août 80, je présentais le journal de 13h, donc à Canet-Plage, et nous avions là-bas un grand studio vitré directement sur la plage. Et puis on avait des locaux qui étaient des locaux municipaux à 200 mètres de la plage, où on préparait notamment les journaux. Ce jour-là, j'arrive vraiment très en retard pour préparer mon 13h, et je vois tout le monde en train de s'agiter et d'essayer de me rassurer en me disant « T'en fais pas, on a retrouvé les extraits d'interviews, on a déjà des témoignages, c'est bon, on a tout ce qu'il faut ». Le problème, c'est que je ne savais pas, absolument pas, ce qui s'était passé. Et décemment, je ne pouvais pas demander de quoi il s'agissait. Et donc, je suis resté comme ça plusieurs minutes avant de comprendre de quel événement il s'agissait. C'était en fait la mort du chanteur Jodassin. Ce soir, on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir, on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. C'était pourtant bien de danser très doux et de se fondre au point, d'oublier tout autour de nous. C'était pourtant bon, et moi j'étais pour finir sur les violons, pour commencer l'amour. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. On ne verra plus ces joue contre joue entre deux inconnus qui n'avaient pas de rendez-vous. Mais on verra bien, c'est gagné d'avance. Les amoureux de demain vont nous inventer d'autres danses. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, well, they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me.
Le dernier slow de Joe Dassin et Logical Song de Supertramp, de succès de 1979. Christian Guillard, à Radio Andorre, vous disposiez de quels moyens pour faire vos bulletins d'information ? Au tout début, quand je suis arrivé, des moyens très sommaires, surtout pour l'actualité nationale et internationale. Pour l'actualité régionale, j'avais les interviews, les reportages, les chroniques du bureau de Toulouse, Catherine Laurence, Jean-Jacques Demézy, d'autres collaborateurs comme Robert Marcet. On avait aussi un correspondant à Bayonne et Biarritz, René Hervé, de son vrai nom René Piton, et puis un chroniqueur hippique, Benjamin Franck, de son prénom Benjamin Fleureau. On écoute les titres d'un de vos bulletins d'information. Nous sommes le 3 novembre 1980. À la fin du journal, la chronique de Philippe Alexandre. Ensuite, comme chaque lundi, les actualités tarnaises avec Claude Ferrand. Et puis en dehors de nos rendez-vous quotidiens, comme la Bourse de l'Emploi et la chronique en Languedoc de Michael Rosseline, nous parlerons du 150e anniversaire de la Caisse d'épargne de Toulouse, du 2e rallye Toulouse-Montagne-Noire, et puis un rendez-vous tout particulier également à 13h30. Rendez-vous avec un témoignage, celui de Gérard Bapt, le député socialiste de Toulouse. Il rentre d'un voyage en Union soviétique. Il était là-bas pour enquêter sur la situation des Juifs, donc en URSS. Les titres d'un journal dominé par l'actualité régionale, mais en fait, dès 1980, les informations sur Radio Andorre commencent à évoluer très sensiblement, grâce à des accords avec RTL ? Oui. Alors, d'une part, il y a eu la création d'un deuxième poste de journaliste professionnel en principauté d'Andorre, et d'autre part, il y a eu effectivement des accords avec RTL. Alors, l'embauche du deuxième journaliste m'a permis de me libérer de la matinale et de devenir le patron des journaux de 13h et 19h, comme disaient les publicités qui m'étaient consacrées dans la presse régionale. J'ai pu aussi animer le midi le magazine des Pays d'Oc, c'est une grande tranche de Music and News, dont j'assurais moi-même la programmation musicale. Toutes les chansons que nous écoutons aujourd'hui font partie de celles que j'ai le plus diffusées dans ce magazine. Donc c'était un magazine qui l'été, en juillet-août, était réalisé dans notre studio de Canet-Plage. La grande station balnéaire bâtie aujourd'hui Canet en Roussillon. C'est ça. Donc c'était une programmation musicale spécifique que vous passiez, mais est-ce que vous aviez des consignes particulières au niveau de la programmation ? Non, la seule recommandation générale du directeur des programmes, Arti Parera, c'était de ne pas enchaîner de disques de voix féminine. 2 chanteurs l'un après l'autre, ça ne posait pas de problème, mais 2 chanteuses à la suite, ça pouvait heurter les oreilles. Bon, c'était l'esprit du temps. Une précision tout de même à propos d'Arti Parera, je parlais du chauffeur tout à l'heure. Arti Parera, le directeur des programmes, il était non-voyant. Mais il savait s'amuser, nous amuser avec sa cécité. 2 anecdotes. Un après-midi, il dit à la secrétaire de direction, Anna, bon, je suis fatigué, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, je vais rentrer chez moi, donnez-moi les clés de la voiture. Et la secrétaire n'en revient pas, et bafouille, mais Seigneur Parera, c'est pas possible, vous n'y pensez pas. Si, donnez-moi les clés de la voiture, le chauffeur n'est pas là, ma femme est occupée, je vais me débrouiller pour rentrer tout seul, je connais la route par cœur, donnez-moi les clés de la voiture. Et la pauvre secrétaire serrait les clés contre sa poitrine en disant, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas conduire. Alors, elle ne pouvait pas dire, vous êtes aveugle. Et bon, finalement, Arti a éclaté de rire, et la pauvre secrétaire a compris que c'était juste une bonne blague. Autre anecdote, on recevait une délégation d'une maison de disques parisienne, et le soir, dîner au restaurant, tout le monde s'installe, on a les menus devant nous sur les assiettes, et Arti prend son menu, l'ouvre, et commence à dire, bon, qu'est-ce qu'on va commander ? Et il commence à nous donner la liste de tous les plats avec tous les tarifs du début à la fin de la carte. Alors, stupéfaction générale. Je me souviens notamment de l'animateur Michel Bory, qui se demandait si c'était un miracle ou si Arti Parera s'était toujours moqué de nous depuis le début, en faisant croire qu'il était non-voyant. En fait, Arti était bien non-voyant, mais il avait une mémoire assez phénoménale. Alors, il était arrivé un peu avant tout le monde au restaurant, il s'était fait lire la carte, et il l'avait parfaitement mémorisé, d'où la stupéfaction, la surprise générale. C'est des Pays d'Oc, en fait, il avait une seule particularité, j'avais mis en place une page de musique classique à 13h45, qui permettait de suivre l'actualité des disques de grande musique, comme on disait à l'époque. Mais pour le reste, c'était surtout les succès du moment, plutôt pop, disco, j'étais pas très Sardou, Dalida Carlos, je passais pas non plus Mireille Mathieu, Hervé Villard, qu'est-ce qu'il y avait comme autre, Julio Iglesias. Oui, alors ni Johnny, ni Sylvie Vartan. Par contre, je l'ai trouvé grâce à mes yeux, ou à mes oreilles en tout cas, avec son étonnant virage disco, sa chanson Spacer en 1979.
He's a ladies' man, always greet with a kiss on the hand, protects us all, at the ready to answer a call. In his own special way, he is gentle and kind, oppression he hates, love in his eyes. My heart skips a beat when I'm by his side. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser, a spacer. In a galaxy, you can trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast off tonight, he puts his life on the line every time he's in flight. A man you can trace, that our love will last beyond time and space. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser, a spacer. C'était Spacer de Sheila et B-Devotion en 1979. Alors Christian Guillard, on va revenir sur le développement de l'information sur Radio Andorre, mais un mot d'abord sur la publicité. Est-ce qu'elle était présente dans vos journaux ? Pas vraiment, ou en tout cas pas suffisamment. Notre régie publicitaire Midi Média était installée à Paris, au 16 de la rue de Passy, dans le 16e, et à Toulouse, au 44 de la rue de Bayard. Mais les publicités étaient à l'image de notre zone d'audience, elles s'étaient sensiblement rétrécies au fil des décennies. Et ça me posait un problème dans le journal de 13h, parce que je commençais par donner les titres, et ensuite je traitais un sujet un peu décalé avant de développer les titres. Et entre ces deux séquences, je pensais que c'était bien d'avoir un écran, une coupure publicitaire. Malheureusement, on n'avait pas toujours les 2 ou 3 pubs nécessaires. Et j'avais donc obtenu que l'on puisse diffuser gratuitement des publicités de certains annonceurs, des publicités supplémentaires qui ne rapportaient rien à la radio, mais qui me permettaient d'avoir cette coupure entre les deux parties du journal. D'accord. Revenons maintenant au développement de l'information de Radio Andorre. Donc, si j'ai bien compris, création d'un deuxième poste de journaliste en Andorre, surtout pour la matinale, et accord avec RTL. Oui, alors, comme journaliste du matin, il y a eu notamment Marie-France Mani, qui a ensuite fait sa carrière à France 3, et Anne-Marie Vincent, qui a notamment été directrice de l'information de RFI, Radio France Internationale. Marie-France Mani s'appelait en fait Marie-France Manigold, et Anne-Marie Vincent s'appelait Anne-Marie Capomaccio. Mais en radio, à l'époque, on préférait les noms courts, faciles à prononcer, donc faciles à retenir, d'où Manigold raccourci en Mani, et Capomaccio transformé en Vincent. On aimait beaucoup les prénoms utilisés comme nom. Il y avait René Hervé, Benjamin Franck, que j'ai déjà cité. Et puis le Vincent, le numéro Vincent, ou 16 078 Vincent depuis la France, c'était le numéro de téléphone du standard de Radio Andorre. Et la boîte postale, c'était bien sûr boîte postale numéro 1. Mais pour le téléphone, vous pouvez peut-être dire un mot, Jean-Marc, sur le téléphone Andorre. Alors, c'est grâce à Radio Andorre que le fil du téléphone a été tiré jusqu'à la principauté.
Ben oui, effectivement, c'était, je crois, en 1935, pour s'attirer les bonnes grâces du Conseil général et puis obtenir le droit de monter sa station de radio en Andorre. Ben, le fondateur de la station, Jacques Trémoulet, s'était engagé à installer le téléphone en principauté, qui n'avait d'ailleurs pas le téléphone encore à cette époque. Donc une ligne fut tirée de la frontière française jusqu'à la frontière espagnole, en passant évidemment par Andorre-la-Vieille, et puis une deuxième ligne d'Andorre-la-Vieille jusqu'à Ordino. D'ailleurs, le premier bénéficiaire du téléphone fut quand même Radio Andorre. Hein. Évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'une radio puisse fonctionner sans ligne téléphonique. Ah oui. Alors c'est donc Trémoulet qui finança les travaux qui commencèrent la même année que la construction de l'émetteur, évidemment. Donc en 1937. Et ils se terminèrent en 1939, c'est-à-dire en même temps que l'inauguration de l'émetteur. Voilà. Pour la petite histoire, c'est Jacques Trémoulet qui versa aussi les salaires des employés du téléphone jusqu'en 1967, date à laquelle le Conseil général mit en service un nouveau central téléphonique. Oui, alors à propos du numéro Vincent, je précise qu'on avait déjà eu, et du nom Vincent, je précise qu'on avait déjà eu à Radio Andorre un Maurice Vincent. Mais lui, c'était son vrai nom. C'est ça. C'était tout juste au début des années 50, et à l'antenne, il avait troqué ses deux prénoms contre trois prénoms, Jean, Bruno, Philippe. C'est ça. Et son autre pseudonyme pour certains journaux, c'était François d'Urgel, François pour la France, et d'Urgel pour la CO d'Urgel, la ville où il repose désormais. Après Radio Andorre, Maurice Vincent sera le directeur d'information de Sud Radio à partir de 64, et puis devra quitter l'Andorre précipitamment après le plasticage de son appartement. C'était un attentat attribué à des nationalistes andorrans, je crois. Oui, c'est juste, mais il faut dire que cet attentat faisait suite à un article qu'il avait publié et signé dans le Midi Libre, qui est le quotidien de la région de Montpellier, où il remettait en cause le statut d'État de la principauté d'Andorre. Et puis, bon, Maurice Vincent était aussi un personnage plutôt controversé. Son attitude durant l'occupation et ses idées maurassiennes lui avaient valu quelques ennuis à la Libération. Il dut d'ailleurs se réfugier en Andorre pour échapper à un procès pour collaboration. En effet, comme Jacques Trémoulet, il avait participé à la création de la Sofira, Société financière de radiodiffusion, qui était simplement le bras du gouvernement de Vichy pour contrôler la nouvelle Radio Monte-Carlo. Et à la Libération, la Sofira se transforma en Sofirade, un D en plus, et cette fois elle était contrôlée non plus par Pétain, mais par le pouvoir gaulliste. Et toujours à la tête de Radio Monte-Carlo, puis, dans les années 50, de la nouvelle Sud Radio. Oui, on disait que, sur Maurice Vincent, on disait aussi qu'il avait participé à l'échappée pétainiste à Sigmaringen en 44-45, et qu'il y aurait travaillé à la radio ici, la France. Bon, moi je n'ai jamais abordé ce sujet avec lui, je l'ai jamais entendu en tout cas tenir des propos fascistes, antisémites ou plus ou moins déplaisants. C'était vraiment un garçon d'un contact très agréable, il était très affable, toujours de bonne humeur, et puis c'était un très bon professionnel. Moi je l'ai connu quand il travaillait pour l'édition toulousaine de l'hebdomadaire La Croix du Midi. Il faisait notamment une double page qui résumait l'actualité de la semaine de façon remarquable. Et ensuite, en 88, c'est Dominique Baudis qui a fait appel à lui pour créer le bulletin quotidien que la mairie de Toulouse envoyait aux journalistes. C'est un outil très utile pour nous. Et je dois dire que plusieurs journalistes se sont souvent fait avoir par les canulars que Maurice Vincent glissait méthodiquement dans chaque édition datée du 1er avril. Maurice Vincent a longtemps été à mes côtés au bureau de l'AJT, l'association des journalistes de Toulouse, dont j'avais pris la présidence à la suite d'un combat épique avec un journaliste de Sud Radio, bien sûr, Christian Granger. Et je n'oublie pas que Maurice Vincent était aussi le fondateur de l'AMI, l'association des médias interpyrénéens, qui réunissait donc des journalistes et des patrons de presse du sud-ouest de la France, du nord de l'Espagne et de la principauté d'Andorre. J'avais eu le plaisir et l'honneur de succéder à Maurice Vincent à la présidence de la section française de cette association pendant quelques années. J'avais d'ailleurs organisé notre cinquième congrès annuel en principauté d'Andorre en septembre 94, donc avec le soutien des autorités andorranes. Et c'est aussi en Andorre, en août 95, l'année suivante, que nous avons finalisé le programme du 6e séminaire qui se passait, lui, le mois suivant à Formigal, la station de ski de la province de Huesca, en Espagne, en Aragon. On marque une pause avec William Scheller, Au secours tout seul, en 1979, et Barbara Streisand, Woman in Love, en 1980. Et ensuite, promis,
on en arrivera à ces fameux accords entre Radio Andorre et RTL. La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre, je sais mais je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Christian Guillard. Life is a moment in space when the dream is gone. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It's a right I defend over and over again. What do I do? With you eternally mine, in love there is no measure of time.
Causerie on Air avec Christian Guillard et Jean-Marc Prince. Alors, ces fameux accords entre RTL et Radio Andorre. Écoutez, moi j'étais évidemment pas dans le secret des négociations, parité logique entre les deux radios, puisque RTL, qui n'émettait qu'en grandes ondes, était difficilement audible dans le sud-ouest, et que ce sud-ouest était la zone d'écoute privilégiée de Radio Andorre. Pour l'anecdote, on peut aussi rappeler que RTL était au 22 de la rue Bayard, à Paris, et Radio Andorre au 44 de la rue Bayard, à Toulouse. C'était pratiquement juste en face du siège de la Dépêche du Midi à l'époque, avant le déménagement dans le quartier du Mirail, avenue Jean-Baillet. On peut aussi rappeler que dans les années 30, avant de créer Radio Andorre, Jacques Trémoulet avait été le premier, je crois, à tenter de créer Radio Luxembourg. C'est vrai. Alors, en tout cas, dès 78, les accords avec RTL se sont traduits très concrètement par du matériel. Par exemple, quand RTL a renouvelé une console de régie, on a récupéré son ancienne régie. Alors, ce n'était pas du matériel de dernière génération, mais c'était tout de même une révolution technologique pour nos opérateurs. On a aussi récupéré des voitures de Zodi. Ah, oui. À Paris, on pouvait utiliser les studios de RTL, les studios de la rue Bayard, pour enregistrer des émissions avec des vedettes que l'on ne pouvait pas faire venir en Andorre. Je me souviens notamment, c'était le cas beaucoup pour les émissions d'Arty Parera. Je me souviens notamment d'avoir participé à l'enregistrement d'une émission avec Eddie Mitchell. D'accord. Et puis pour le lancement des nouvelles grilles de programmes de Radio Andorre, à chaque rentrée, on avait le parrainage d'un animateur vedette de RTL qui venait passer toute une journée avec nous en Andorre et sur l'antenne de Radio Andorre. On a eu Gérard Klein en septembre 78, Jacques Martin en 79 et Maurice Favière en septembre 80. Et puis je crois savoir que c'est au moins en partie grâce à l'aide financière de RTL que l'on a pu toucher nos derniers salaires au printemps 80. Côté info, tout d'abord, nous avons rediffusé en différé la chronique politique de Philippe Alexandre. C'était l'une des grandes signatures de RTL. Ensuite, il y a eu Michel Cotta. Et on avait donc des décideurs, des politiques, des journalistes qui se branchaient sur Radio Andorre spécialement pour écouter la chronique de Philippe Alexandre. Je sais que c'était le cas notamment de Thierry Bernard, le patron de Sud Radio, notre concurrent. Bon, vous l'avez dit, qui avait été créé par l'État français, mais dans le seul but, avoué ouvertement, d'abattre Radio Andorre. Et puis ensuite, nous avons pu piocher dans les journaux de RTL, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre tous les éléments sonores dont on avait besoin pour enrichir nos propres bulletins. Donc les correspondants, les interviews, les papiers des journalistes spécialisés. Bon, ça a donné aux journaux de Radio Andorre une toute autre dimension, d'autant qu'on n'avait pas besoin de citer RTL. On avait une ligne spécialisée, c'est-à-dire une ligne téléphonique de très haute qualité qui nous permettait de recevoir et d'enregistrer les journaux de RTL avec une qualité sonore parfaite pour l'époque et pour la modulation d'amplitude en grandes ondes et en ondes moyennes. À l'époque, la bande FM était quasiment déserte. Quasiment, oui. Alors, vous avez cité Thierry Bernard. Alors, est-ce qu'en 1977, les collaborateurs de Radio Andorre avaient encore l'interdiction d'approcher les gens de Sud Radio ? Non, c'est une consigne qui ne m'a jamais été formulée, en tout cas, ni par écrit, ni même oralement. Pour les journalistes du bureau de Toulouse, je vois pas comment ils auraient pu éviter les collègues de Sud Radio dans les conférences de presse. Et puis en Andorre, dans le microcosme de la communauté française, il était difficile de se tourner le dos. Puis de toute façon, l'essentiel des émissions de Sud Radio se faisait à Toulouse et non plus en Andorre. Bon, pour ma part, je croisais de temps en temps Thierry Bernard, parce que quand il était en Andorre, il venait souvent le soir au même restaurant qu'on va, El Scremal, qui était tenu par un chef prometteur, Alain Francessi, qui n'était autre que le frère de Françoise Bauger, l'une des animatrices vedettes de Sud Radio dans les années 70. Alors, petite anecdote à propos de ce restaurant. Le patron, donc, qui diffusait Sud Radio, et son chien, qui s'appelait Whisky, hurlaient à la mort chaque soir quand les émissions prenaient fin avec la diffusion de l'hymne national andorran. Alors, je sais pas ce que le chien ne supportait pas, si c'était la tristesse de voir les programmes se terminer, ou si c'était les sonorités de l'hymne andorran qui l'agaçaient. Un hymne intitulé Le Grand Charlemagne, et qui présente l'Andorre comme la seule fille de l'empereur Charlemagne et comme une princesse neutre entre deux nations. Ah, c'est vrai. Alors, je crois qu'en Andorre, vous aviez une autre activité journalistique, en dehors de Radio Andorre. Est-ce que vous n'étiez pas aussi le correspondant de la Dépêche du Midi ? Oui, pratiquement dès mon arrivée, on m'a proposé cette correspondance pour le grand quotidien régional de Midi-Pyrénées.
Et par l'intermédiaire de Gilles Marquet, on m'a proposé aussi la correspondance du Monde. Alors, j'ai accepté la dépêche parce que j'avais déjà l'expérience de la presse quotidienne régionale. J'ai décliné l'offre du Monde parce que franchement, je ne me sentais pas vraiment à la hauteur, surtout dans le contexte très délicat de la principauté, avec parfois les tensions entre les Andorrans et leurs coprinces, ou les tensions entre les deux coprinces eux-mêmes, l'évêque de la Seu d'Urgell, la ville espagnole à la frontière sud de l'Andorre, le président de la République française, autre coprince en tant que lointain héritier des pouvoirs du comte de Foix, le château de l'Ariège. Donc en fait, l'actualité andorrane a été délicate à traiter. Disons que c'était pas toujours évident. Par exemple, simplement pour les accidents de la circulation que je traitais pour la dépêche, je pouvais indiquer le numéro d'immatriculation et les initiales des conducteurs, mais je n'avais pas le droit de donner leur nom ni leur prénom. Et j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à la direction régionale de dépêche que c'était une règle avec laquelle on ne pouvait pas transiger. J'ai eu du mal aussi à leur faire comprendre que de toute façon en Andorre, à l'époque, il suffisait de donner le numéro d'immatriculation d'une voiture pour que tout le monde ou presque identifie l'automobiliste en question. L'Andorre était encore un petit pays peuplé d'à peine 35 000 habitants. Il était aussi très difficile, voire imprudent, surtout qu'on était résident et non pas andorran, d'exprimer des critiques sur le pays. Dans un simple article sur une course cycliste, j'avais émis des doutes sur les conditions de sécurité de la course, que ce soit pour les coureurs ou pour le public. Ça m'avait valu un petit rappel à l'ordre des autorités andorranes. Mais le plus grave incident que j'ai connu, ça a été en 78 avec le Viguier français, qui était donc le représentant en Andorre du coprince français, à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, VGE. VGE était attendu en Andorre le 19 octobre 78 pour les 700 ans des traités de pariage qui avaient en quelque sorte donné naissance à la principauté d'Andorre en 1278. C'était un accord signé donc entre le comte de Foix et l'évêque d'Urgell. Et donc quelques semaines avant cette célébration, juste après mon journal de 9h, je reçois un appel de la secrétaire du Viguier, avec qui en général je m'entendais plutôt bien. Et là elle me dit plutôt sèchement que monsieur le Viguier souhaite me voir. Je dis très bien, voulez-vous demain, après-demain? Elle me répond non, ce serait mieux aujourd'hui. Bon, cet après-midi vers 15h, 16h. Non, monsieur Guillard, écoutez, il faut que vous veniez tout de suite. Donc je me rends aussitôt à la Viguerie, je suis reçu par un Viguier qui est vraiment très en colère. Il me traite d'inconscient, il menace de me faire reconduire illico à la frontière par les gendarmes de la Viguerie. En fait, la dépêche du Midi avait publié, sans m'en faire part, un petit entrefilet disant que Giscard ne viendrait peut-être pas à l'anniversaire des pariages. Et c'est cette fausse information qui avait suscité l'ire diplomatique. Bon, le Viguier a fini par admettre pas bonne foi que j'étais pour rien dans cet article, et j'en ai été quitte pour rédiger un rectificatif confirmant la venue en Andorre du coprince français. Bon, comme disent certains journalistes, même s'ils ne font pas honneur à la profession, une fausse nouvelle plus un rectificatif, ça fait toujours deux papiers. On reste en 1978 avec, toujours dans votre sélection des disques du magazine des Pays d'Oc, un grand succès de John Birkin, ex-fan des 60s. Ce sera suivi d'Alain Chamfort en 1979 avec Manureva. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moods, des blues? Séparés, McCartney, George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles?
reading Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex. Manu, Manu rêva. Où es-tu, Manu, Manu rêva? Bateau fantôme, toi qui rêva. Fais-il et qui jamais n'arriva. Là-bas, là-bas. Où es-tu, Manu, Manu rêva? Porté disparu, Manu rêva. Des jours et des jours tu dérivas. Mais jamais, jamais tu n'arrivas. Là-bas, as-tu emporté les côtes de Jamaïca? Oh, héroïque Manu rêva. Es-tu sur les récifs de Santiago de Cuba? Où es-tu, Manu rêva? Dans les glaces de l'Alaska. Où es-tu, Manu, Manu rêva? Porté disparu, Manu rêva. Bateau fantôme, toi qui rêva. Exilé qui jamais n'arriva. Là-bas, là-bas. Tu es parti au Manu rêva. À la dérive, Manu rêva. Là-bas, là-bas.
arrêter, je te dérive pas. Mais jamais, jamais tu n'arrives pas. Là-bas, là-bas, là-bas. On revient, question Guillard, au traitement de l'information sur Radio Andorre. On sait que l'État français voulait absolument la mort de Radio Andorre. Est-ce que, à l'antenne, vos journaux avaient une couleur politique particulière, un contenu d'opposition ? Par exemple, au printemps 81, pour la campagne des présidentielles, il y avait une ligne éditoriale bien précise, bien définie. Non, pas de couleur politique, pas de consigne particulière. On essayait comme toujours, de faire notre métier le plus honnêtement possible, avec rigueur et clarté, comme disait la publicité. Et puis on donnait la parole haut de camp, ce qui d'ailleurs n'était peut-être pas si fréquent dans le paysage audiovisuel giscardien. Mais Radio Andorre était quand même proche de la Dépêche du Midi. Dans le directeur général, à partir de 1977, était Jean-Michel Baillet, qui était aussi le secrétaire général du mouvement des radicaux de gauche. Oui, je crois que la Dépêche et Radio Andorre avaient peut-être partagé un certain antigaullisme, voire un antigaullisme certain, mais c'était l'affaire des dirigeants, et cela n'avait aucun impact, en tout cas sur le contenu des programmes et des informations de Radio Andorre. Pour la Dépêche, une petite anecdote à propos de Jean-Michel Baillet, qui à la fin des années 70 a été, bon, vous l'avez dit, à la fois le directeur général de la Dépêche du Midi et le secrétaire national du MRG, le mouvement des radicaux de gauche. Donc, un mardi matin, je reçois du bureau de Toulouse une interview de Jean-Michel Baillet, une interview de plusieurs minutes sur le congrès du MRG qui s'était terminé le dimanche soir. Alors, j'aurais eu cette interview le lundi matin. Évidemment, je l'aurais placé en début du journal de 13h. Mais le mardi, 2 jours après la fin du congrès, ça me paraissait un peu du réchauffé. Donc, je choisis de ne passer cette interview qu'en fin de journal. Et là, dès que mon 13h est fini, coup de fil de Gilles Marquet, le directeur général. Christian, je ne comprends pas pourquoi n'avez-vous pas passé l'interview de Jean-Michel Baillet en ouverture du journal. Je lui explique ce que je viens de vous dire, que 2 jours après le congrès, ce n'était plus vraiment l'actualité du moment. Bon, je crois qu'il a admis mon raisonnement journalistique, mais au téléphone, je l'ai tout de même senti un peu déçu, un peu embêté. Voilà pour cette anecdote sur un journal de 13h, donc dans le cadre du magazine Les Pays Doc, où ma complice, qui faisait aussi la matinale, ma complice était Anne-Marie Vincent.
moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour de mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport, je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde saura remplacer quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport, je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village 100 à l'heure, où les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Deux succès de 1980, quelques mots d'amour de Michel Berger et juste avant Bob Marley avec son Could You Be Loved. Retour aux dernières années de Radio Andorre avec les souvenirs du journaliste Christian Guillard. Alors Christian, dans une publicité parue dans l'hebdomadaire Toulouse Flash, on vous présente comme le patron des journaux de 13h et de 19h et on met en avant votre passion pour le cinéma. Est-ce que c'est une passion qui se traduisait à l'antenne ? Non, malheureusement, le seul cinéma à essai qui existait en Andorre a brûlé peu de mois après mon arrivée. Il n'a jamais repris. Donc, pour voir des films, il fallait aller à Toulouse, que je faisais certains week-ends, mais pas tous les week-ends. L'accès à l'Andorre était souvent un peu compliqué. L'hiver, il y avait la neige. L'été, il y avait les embouteillages. Puis en toute saison, il y avait les contrôles des douaniers français. Ceci dit, j'ai tout de même couvert 2 festivals de cinéma pour Radio Andorre. Le festival de Cannes, mais le festival du film américain à Deauville, oui. Et le festival du film ibérique et latino-américain qui a été créé en 79 à Biarritz. Ah bon. Alors évidemment, c'était là encore avec les moyens du bord. Pour Biarritz, je pouvais utiliser les installations de notre correspondant local, René Hervé. Ah oui, c'est ça. Mais à Deauville, pas de studio, pas de ligne téléphonique spécialisée. J'avais juste à ma disposition une pastille. C'était un microphone amélioré que l'on mettait à la place du micro standard des téléphones. Oui, c'était censé améliorer un peu la qualité de la transmission. Enfin, c'était très relatif. Alors j'ajoute que pour le festival du film ibérique et
latino-américains. J'avais une chronique de 3 minutes chaque jour à 13h15. Et cette chronique était ensuite traduite en espagnol pour être diffusée à 22h15 dans les programmes de Radio Andorre en catalan et en castillan. D'accord. Je rappelle que Radio Andorre émettait en français de 6h à 21h, mais ensuite en catalan et en espagnol. Enfin, pas en espagnol, en castillan. En castillan. Un soir, j'avais passé l'antenne à 21h à Gualberto Sorio, en annonçant les programmes en catalan et en espagnol. Il m'avait repris en disant en catalan et en castillan. Oui. L'espagnol, ce n'est pas une langue. Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Alors, pour revenir au cinéma, j'avais aussi créé, animé pendant une saison, une émission qui s'appelait Promenade Cinéma. C'était une émission d'1 heure, diffusée le samedi après-midi, et qui était consacrée aux musiques de films. Bon, chaque émission était thématique autour d'un réalisateur ou d'un compositeur de musique. J'ai sûrement fait une émission sur Fellini et son compositeur attitré, Nino Rota, avec bien sûr la musique d'un film sorti en 73 au titre de Circonstance, à Marcord, je me souviens. Nous allons arriver maintenant à une période un peu plus difficile, le mois d'avril 1981 et la fin de Radio Andorre. Est-ce qu'on peut essayer de reconstituer le film des événements ? Oui, alors en avril 80, en fait, ça fait déjà plusieurs semaines que l'on sent, que l'on sait que les Andorrans veulent fermer les 2 émetteurs, Radio Andorre et Sud Radio. La situation est particulièrement compliquée pour Radio Andorre, qui n'a pas le soutien de l'État français d'une part, et qui en plus est victime d'un litige juridique sur la propriété de la station, litige entre les héritiers de Jacques Tréboulet, le père fondateur de Radio Andorre en 1939, et puis l'État espagnol. C'est ça. Alors, tout ça commence le 25 mars avec une réunion du Conseil général des Vallées d'Andorre, qui invite les dirigeants de Radio Andorre et de Sud Radio à lui céder les concessions sous peine de fermeture des 2 stations. C'est ça. Et le Conseil général dépose 22 millions de pesetas entre les mains des juges pour payer le rachat des 2 radios. D'accord. Dans la foulée, les dirigeants de Radio Andorre donnent leur accord par écrit pour le transfert de la station. Mais le lendemain, le ministère espagnol des Finances se manifeste auprès du juge épiscopal, le juge du coprince-évêque, pour dire que c'est lui le propriétaire de Radio Andorre et non pas les héritiers de Jacques Tréboulet. Du coup, le juge, le bail épiscopal, place les installations sous séquestre à titre préventif et il nomme un administrateur judiciaire. Ensuite, 2 avril, nouvelle réunion du Conseil général des Vallées d'Andorre, qui sans surprise décide de fermer les 2 radios. Et cette décision est mise à exécution immédiatement. D'abord à Sud Radio, parce que les studios étaient les plus proches de la Maison des Vallées, le siège du Conseil général. Mais Sud Radio, en fait, bascule l'antenne sur ses studios de Toulouse, ses studios de la rue Caraman, et donc poursuit ses émissions. Ensuite vient notre tour, les autorités arrivent, Jean-Louis Marquet, le directeur général adjoint de Radio Andorre,
donc lui basé à Andorre-la-Vieille, obtient de pouvoir diffuser un message aux auditeurs, non pas un message d'adieu, mais un message de revoir. Et pendant qu'il négocie le contenu du communiqué et ses traductions en catalan et en castillan, nous en bas, en régie, on essaie de passer le maximum de pubs pour entrer les derniers sous. Ensuite, arrive le moment fatidique, donc je lis le message à l'antenne, il est repris en catalan et en espagnol par Colberto Sorio, et puis c'est le silence qui s'installe dans le studio. Je ne sais même plus si on a diffusé l'hymne national andorran avant de tout éteindre. L'hymne andorran, donc, qui pendant plus de 40 ans a été diffusé chaque soir sur Radio Andorre à minuit, à la fin des émissions. Le matin à l'ouverture d'antenne, à 6h, on diffusait la marche des conseillers. Et alors, le lendemain de cette première fermeture, 2 recours en justice sont déposés, l'un par la Sofirad, donc par l'État français pour Sud Radio, et l'autre par l'ERASA, c'est-à-dire par l'État espagnol pour Radio Andorre. Les héritiers Trémoulet, de leur côté, déposent également 2 recours pour Radio Andorre, l'un auprès du Conseil général, qui le rejette, et l'autre auprès des délégués permanents des Coprinces, qui ne donnent aucune suite. Quelques jours plus tard, le 8 avril, voyant que Sud Radio continue à émettre, les dirigeants de Radio Andorre décident de reprendre les émissions avec cette annonce que je fais à l'antenne. Andorre a repris ses émissions à midi, comme elle en a informé ce matin le très illustre syndic des Vallées. Alors bien sûr, dans le cas où la décision du Conseil général de fermer les radios serait de nouveau appliquée aux 2 stations andorranes, Radio Andorre se soumettrait à cette décision, comme l'assurance en a été donnée ce matin au Conseil général. En fait, cette reprise des émissions n'a duré que quelques heures, car très vite, les autorités andorranes sont de nouveau intervenues pour fermer la radio, et cette fois de façon très vigoureuse, sirènes, gyrophares, mitraillettes au poing. Les forces de l'ordre sont arrivées par les 2 accès à la station. Il y avait le grand chemin caillouteux qui arrivait devant l'entrée principale de l'immeuble, puis il y avait un petit passage qui arrivait de l'autre côté en longeant la clinique Meritschel. Et là, c'est la fermeture brutale, immédiate, sans négociation, sans communiqué. Et donc là, c'est de nouveau le silence, et silence définitif. Bon, pour sourire un peu, je me souviens de la panique d'un jeune technicien, c'était un Britannique, je crois. Lui, il s'occupait des émissions diffusées sur les émetteurs ondes courtes de Radio Andorre. Et comme son studio était situé au 2e étage, les autorités andorranes n'étaient pas montées là-haut. Elles n'avaient pas été le voir. Donc il était complètement paniqué. Et moi, qu'est-ce que je fais? On ne m'a rien dit. Est-ce que je dois arrêter? Il voulait pas arrêter sans ordre, mais il avait peur d'être jeté en prison. Il était vraiment très paniqué. Mais donc voilà, Radio Andorre réduit au silence. Donc cette fois, ce sera le silence définitif. Mais on ne le sait pas encore. On a toujours de l'espoir. Les dirigeants, Jean Delving, le président, en premier lieu, Gilles Marquet, le directeur général adjoint et présent lui en Andorre, ils vont tout faire pour sauver la station et son équipe en proposant aux Andorrans de nationaliser Radio Andorre. À propos de Jean Delving, je voudrais tout de même souligner que ce fut vraiment un grand monsieur. Il s'était illustré dès la libération dans les combats. En 1944. En effet, il avait été engagé dans les forces de la France libre du général de Gaulle en Afrique. Et puis donc, comme vous le dites, il a participé à la libération de la France en tant que sous-lieutenant. Il a combattu en Lorraine, en Alsace, et il fut d'ailleurs le premier de sa section à entrer à Belfort pour libérer la ville. Et puis donc à la mort de Jacques Trémoulet en 71, c'est lui que les héritiers de Trémoulet vont nommer à la présidence de Radio Andorre. Alors j'ai eu la chance, et puis l'honneur, de le rencontrer en tête-à-tête à plusieurs reprises. Et surtout, il m'a ouvert très généreusement ses archives. Vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Suis ton cœur,
peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi si et persiste, résiste. Danse pour le début du monde, danse pour tous ceux qui ont peur, danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. 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 Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste. Résiste. 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 Résiste, le tube de France Gall en 1981, l'année de la fermeture de Radio Andorre. Alors, Christian Guillard, les émissions ont cessé le 8 avril. Mais est-ce que le personnel a été licencié tout de suite ou il sera licencié Et non. plus tard, le 30 novembre Le 30 novembre. Oui. Oui. Alors, il s'est passé quoi durant toute cette période? Bah, je dirais que pour nous, on était une petite quarantaine de salariés. Il y a eu en gros 3 phases. L'espoir, le combat, et puis le renoncement quand il a fallu se rendre à l'évidence, c'est fini, il faut tourner la page, et donc ou changer de métier, ou changer de pays, mais en tout cas changer de vie. L'espoir tout d'abord, l'espoir de reprendre les émissions. On s'y prépare, on reste sur le pied de guerre. Le directeur des programmes, Marty Parera, nous écrit par note de service qu'il faut être prêt à reprendre à tout moment. Le combat ensuite, quand l'espoir de reprise s'amenuise, je suis l'un des délégués du personnel, on fait des communiqués, des conférences de presse en Andorre et à Toulouse, on envoie des courriers aux coprinces, aux autorités andorranes, aux députés français, etc. Jean Delvigne, le président de Radio Andorre, descend de Paris pour nous expliquer la complexité de la situation. Lui, il continue de se battre avec à ses côtés Jean-Louis Marquet. L'objectif est de convaincre les Andorrans de nationaliser Radio Andorre. Mais cette solution semble de moins en moins probable, et on en arrive à la phase de renoncement. Le 31 juillet, la direction de Radio Andorre nous annonce qu'il n'est plus possible de verser les salaires. Les chèques ont été faits, mais ils n'ont pas été signés par l'administrateur judiciaire, qui reste introuvable. Alors, il réapparaît le 4 août, mais pour nous annoncer qu'il n'y a pas d'argent pour payer les salaires. En fait, il ne veut même prendre une hypothèque sur les biens de Radio Andorre, alors que simplement les 2 bâtiments, les studios Andorre-la-Vieille et l'émetteur à Ancan, simplement ces deux bâtiments sont estimés à 150 millions de pesettes, selon le bilan comptable qui sera effectué un peu plus tard, fin octobre. 150 millions de pesettes pour les bâtiments, 63 millions pour les installations, largement de quoi garantir un prêt pour payer nos salaires. Ce sera d'ailleurs reconnu par la délégation permanente du Coprince français que nous rencontrerons le 21 août à Perpignan.
Après, l'attente continue. Mi-septembre, le 17, l'administrateur judiciaire, M. Farras, finit par donner sa démission. Le 22, le juge épiscopal, M. Canturi, prononce la mise en faillite de Radio Andorre. Et le 23, un nouvel administrateur judiciaire est nommé, notre ancien collègue Gualbert Osorio Achoura, qui passe ainsi des émissions de la nuit à la lumière au grand jour, mais sans aucun effet bénéfique pour nous. Donc nos salaires ne sont plus payés, ça veut dire aussi qu'on perd notre couverture sociale, et puis il faut commencer à payer les frais d'avoué, les honoraires d'avocat, dans un premier temps maître Édouard Bosch, dont on s'assure les services à partir du 17 août. Et puis finalement, il faut se résoudre à tourner la page. Alors cette prise de conscience a pris quelques semaines pour les animateurs et les journalistes peut-être les plus lucides, quelques mois pour les autres. Donc on tourne tous la page, mais il faudra encore se battre pendant des mois et des années, pendant plus de 25 ans, pour obtenir le versement des salaires et des indemnités qui nous avaient été accordés en justice. Le gouvernement andorran nous a versé notre dû qu'en avril 2009, et encore de façon très, très partielle, notamment sans la revalorisation de 8% par an, les intérêts légaux qui avaient été pourtant prévus dans le jugement définitif rendu en 86. Donc fermeture en 81, jugement définitif en 86, versement des indemnités en 2009. Pour info, en septembre 81, la dette totale de Radio Andorre, salaire compris, ne représentait que 3% des actifs immobiliers et des installations techniques de la station. Et les simples liquidités qui étaient placées sous séquestre auraient permis de lui verser immédiatement la totalité des indemnités légales qui nous étaient dues. On aurait évité 25 ans d'attente et de suite de combats juridiques. D'accord. Donc finalement, vous gardez quand même de bons souvenirs de ces 4 années passées à Radio Andorre. Oui, ça a été une époque formidable. C'était une vraie radio libre avant l'heure. Une radio indépendante de toute puissance politique, indépendante de toute puissance financière. On avait un grand sentiment de liberté, avec toutes les responsabilités que ça supposait. On travaillait dans une ambiance assez exceptionnelle. Tout le monde s'entendait bien, que ce soit entre animateurs, techniciens, journalistes, secrétaires, entre français, espagnols, catalans. Je crois qu'il y avait une seule personne un peu bouvrue, c'était le chauffeur, Santiago Blasquez. Mais sinon, je me souviens de l'élégance, la grande classe d'Alain Thibola, l'extrême gentillesse de Michel Côté, l'humour de Michel Bory, Jean-Pierre Bonnet, Max Lafontaine. Je me souviens d'un seul clash entre animateurs. C'était le Lionel Cassan et une animatrice, je crois que c'était Dany Marshall, dont il avait ravagé le bureau, renversé tous les disques. On partageait tous la même passion de la radio. Puis la principauté d'Andorre, à la fin des années 70, au début des années 80, c'était encore un monde à part. Il m'arrivait d'aller parfois à pied de mon appartement aux Escales jusqu'à la radio, Andorre-la-Vieille, sur le roc des Almettes. Sur mon trajet, je langeais encore des champs de tabac. Là, par exemple, où il y a maintenant le complexe Caldea, qui est le plus grand spa d'Europe. Et il n'y avait pas un seul building à l'horizon. Mais il y a 40 ans. Il y a 40 et quelques années. Alors après Radio Andorre, vous avez passé quelques mois à Radio France, puis vous avez démissionné de la Maison Ronde pour rejoindre l'aventure de Radio Toulouse. Mais une Radio Toulouse, nouvelle formule. Oui, nouvelle formule, parce que Jacques Tréboulet avait créé Radio Toulouse en 1925, avec tout un groupe de radios dans le sud-ouest. C'était la radiophonie du Midi, donc avant de fonder Radio Andorre en 1939. Et nous avons été quelques-uns à faire le chemin inverse, donc à remonter le temps, en quelque sorte, en passant de Radio Andorre à Radio Toulouse, cette nouvelle Radio Toulouse qui était la radio locale, créée fin 80 par la Dépêche du Midi. Et créé d'ailleurs avec l'accord des héritiers de Jacques Tréboulet, moyennant, je crois, le versement non pas d'un franc, mais de 10 francs symboliques. Donc, j'ai été chargé de lancer les informations de Radio Toulouse. À la direction des programmes, il y avait un certain Alain Thibola, l'un des piliers de Radio Andorre. Parmi les animateurs, il y avait Jean-Pierre Bonnet, Thierry Luguet, Olivier Perrin, connus sur les ondes de Radio Andorre sous le nom d'Olivier Penin. Et puis parmi les techniciens, il y avait Marc Juvin, qui lui aussi avait passé quelques années avec nous à Radio Andorre. Bon. Et puis alors Radio Toulouse a finalement fini par cesser ses émissions, je crois, en 87. Oui, je crois qu'aucun groupe de presse régional n'a réussi à l'époque sa diversification dans la radio, principalement, je pense, pour des raisons culturelles. Les quotidiens régionaux sont des entreprises très très anciennes. La naissance de la Dépêche à Toulouse, c'est octobre 1870, alors que les radios libres venaient tout juste de voir le jour grâce à François Mitterrand.
en situation de monopole, au moins sur leur cœur de diffusion, alors que les radios locales privées étaient en situation d'extrême concurrence. C'était même un peu la jungle, hein. Il y a des radios qui diffusaient la publicité alors que c'était encore interdit. Et puis la presse écrite, c'est un outil industriel très lourd, surtout à l'époque, avec des rotatives impressionnantes, avec des effectifs importants, dont une bonne partie d'ouvriers du livre, syndiqués à la CGT. Alors que la radio FM pouvait se faire pratiquement avec juste quelques bénévoles et une prise de courant. Donc à l'époque, les quotidiens régionaux n'ont pas réussi leur passage à la radio. Bon, depuis, ils se sont bien rattrapés avec leur réussite sur Internet, je crois. Oui, c'est vrai. Bon, et donc à la fin de Radio Toulouse, est-ce que vous avez jamais été tenté de rejoindre Sud Radio ? En fait, ça aurait pu se faire à 3 reprises, pour tout vous dire. Alors, la première fois, à la fin de Radio Andorre, à l'automne 81, j'ai évidemment demandé à Thierry Bernard s'il pouvait me prendre, puisque Sud Radio continuait d'émettre. Mais Sud Radio émettait depuis le territoire français, sans publicité. Donc, il n'y avait pas de possibilité d'embaucher qui que ce soit. La deuxième fois, au début de Radio Toulouse, disons printemps 82, Sud Radio s'est tout de même un peu inquiété de cette radio libre qui émanait de la puissante Dépêche du Midi. Et donc Thierry Bernard et son rédacteur en chef, Christian Galland, m'ont proposé de les rejoindre, en précisant même que le salaire ne serait pas un problème. Bon, mais on était au tout début des radios libres, donc j'avais envie de poursuivre cette expérience. Et puis la troisième fois, c'est à la fin de Radio Toulouse, donc en 87, le nouveau patron de la rédaction de la Dépêche, Guy Michel Ampossiello, qui avait succédé à Fernand Cousteau, le grand rédacteur en chef de la Dépêche et président de Fréquence 31. Fréquence 31, c'était la structure qui a exploité Radio Toulouse. Donc Guy Michel Ampossiello m'avait trouvé 2 postes, à moi de choisir, l'un dans la presse économique et l'autre à Sud Radio. Bon, j'ai choisi la presse économique et j'ai dit adieu à la radio. Bon, nous allons maintenant nous quitter sur une dernière chanson, Christian Guillard. Alors, vous avez choisi Georgia on My Mind, une chanson qui a été créée en 1930, et je crois que vous l'avez choisie pour une raison bien particulière. Oui, pour ne rien vous cacher, pour bon nombre d'entre nous à Radio Andorre, en principauté d'Andorre, les fins de soirée se déroulaient souvent, au moins de temps en temps, dans une discothèque qui s'appelait justement le Georgia. Et le principal DJ était Francis Lasso, l'un des techniciens de Radio Andorre, l'un des plus sympathiques et l'un des plus compétents, celui qui a souvent réalisé mon magazine des Pays d'Oc. En Andorre, à l'époque, les mœurs étaient placées sous le contrôle très vigilant du coprince-évêque. Et les discothèques avaient l'obligation de fermer à 2h du matin, ou 3h exceptionnellement le samedi. Et au Georgia, l'hymne qui annonçait la fermeture de la boîte, c'était cette chanson dans la version de Ray Charles, enregistrée en 1960. Georgia, c'était aussi, il n'est pas inutile de le rappeler, un hymne de la lutte contre le racisme. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you. Comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, whoa, Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. C'est donc sur cette belle chanson intemporelle que se termine notre émission Causerie on Air. Il me reste à vous remercier, Christian Guillard, d'avoir partagé avec plaisir, d'avoir partagé avec nous vos souvenirs et vos anecdotes, et de nous avoir aussi livré quelques informations inédites sur les derniers jours de la station. Je voulais aussi remercier et citer les collectionneurs de sons qui ont bien voulu partager avec nous leurs archives sonores. Thierry Hamon, Dominique Duet et Georges Malteau. Merci également à Jean-Louis Marquet pour ces informations toujours précieuses. Nous laissons la place, comme il se doit, à Liman Doran. Au revoir et à bientôt. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.